Bonjour. Salut Alexandre. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour Mathieu. Oups. Mathieu. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. Chaque fichier a un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Dans les 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Et notez que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Alors, bon après-midi, messieurs et madame. Je vais commencer par les présentations. Donc, moi, Émilie Tremblay. Je présente mes collègues, monsieur Pierre-Olivier Perron, et à mon extrême droite, monsieur Mathieu Fournier. Donc, nous sommes l'équipe cet après-midi que vous avez engagée, donc un peu sur le tard, là, à la dernière minute, si on peut dire rapidement, pour vous aider dans le plan que vous aviez à rédiger. Donc, si vous me laissez débuter, je vais vous présenter le déroulement de notre rencontre de cet après-midi. Donc, la présentation. Ensuite, le mandat. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire exactement aujourd'hui pour vous. Le plan. Ensuite, on va continuer, en fait. Donc, on avait à rédiger un plan d'acquisition et on va aller avec les 3 grandes parties que vous aviez fait part. Donc, premièrement, les motifs d'investissement. Ensuite, l'évaluation préliminaire de l'acquisition et finalement, le plan de financement qui va être présenté par Mathieu à mon extrême droite et l'évaluation préliminaire va être présentée par M. Perron. Puis finalement, une petite rétrospective pour remettre en contexte, se rappeler les points qui étaient les plus importants et conclure, si je peux dire. Donc, aujourd'hui, notre mandat, donc, établir le plan initial d'acquisition pour le projet Blower et aussi en incluant les critères qui ont été demandés. Donc, les critères vraiment spécifiques que vous nous avez fait part. Donc, sans plus tarder, je vais débuter avec le premier point de votre plan d'acquisition, qui sont vos motifs d'investissement. Vous allez voir, je suis un peu allée avec 3 points plus pertinents, si je peux dire, ou 3 points qui englobent les motifs. Pour commencer, au Canada. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport au Canada? C'est que oui, donc l'accord d'achat d'énergie est plutôt intéressant. Donc, c'est quand même avantageux pour vous. On sait que c'est intéressant, ça vous attire. Deuxième chose, faible taux de pénétration de l'énergie éolienne. Oui, on le sait au Canada, surtout au Québec, le monopole, c'est l'hydroélectricité, c'est Hydro-Québec. Donc, l'énergie éolienne est, si je peux dire, à son départ, n'est pas encore une industrie qui est à maturité. Donc, c'est un avantage. Et le marché moins concurrentiel, je sais que comparativement à l'Europe, qui en a beaucoup, nous, on a moins d'entreprises qui exploitent l'énergie éolienne. Au niveau de l'exploitation, donc, première chose, c'est qu'une fois que les installations vont être terminées, on sait que la production ou le projet va avoir une puissance totale de 100 MW. 100 MW, ce qui veut dire qu'on est capable de fournir environ 30 000 foyers au Québec en énergie. Donc, si je peux dire, c'est quand même une valeur sûre. Puis, on peut dire que le projet aurait une bonne valeur de revente. Ensuite, au niveau de l'accord d'achat d'énergie, qu'est-ce qui est avantageux avec ça? C'est que, surtout au Québec, avec Hydro-Québec qui a le monopole, qui est la société d'État, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de partager entre vous, le fournisseur d'énergie, et Hydro-Québec, les risques de la hausse ou de la baisse des coûts de production. Donc, si vous avez une perte, la perte va être probablement moindre parce que vous partagez avec Hydro-Québec. Et un autre point que je considérais quand même important, c'est que Hydro-Québec est un de vos clients. Donc, votre délai de recouvrement des ventes est quand même assez rapide. On dit un délai de 30 jours. Donc, c'est avantageux pour vous. Vous recouvrez vos ventes plus rapidement et votre fonds de roulement va être probablement plus faible. Vous n'aurez pas un gros fonds de roulement si je peux dire, à encaisser. Là. Et finalement, le troisième point que je pensais qui était quand même pertinent d'aborder, c'est les opportunités de marché. Donc, comme j'ai touché un peu le sujet plus tôt, l'industrie est en croissance au Canada. Ce n'est pas du tout une industrie qui est en maturité, ça commence. Les entreprises d'énergie éolienne sont plutôt situées au Québec et en Ontario. Donc oui, c'est possible pour les autres provinces du Canada de percer le marché
Oui, on sait qu'il y en a, mais c'est une infime partie, c'est un pourcentage qui est très faible. Donc, on peut aller encore plus loin, l'exploiter. Et finalement, l'aspect environnemental, oui, on est en 2013, les gouvernements commencent à mettre des politiques sur l'environnement. Donc, c'est normal que certaines industries, certains secteurs ou même certaines entreprises décident de délaisser, comme c'était dans les informations que vous nous aviez fournies, qu'en Ontario, il y a certaines entreprises qui délaissent les centrales à charbon parce qu'ils veulent réduire leurs émissions des émissions à gaz à effet de serre. Pardon. Donc, l'aspect environnemental est un aspect très important pour nous. Je vais donc vous laisser continuer avec mon collègue, M. Perron. Bonjour. Tout d'abord, on va évaluer à quel montant devrait se chiffrer l'accord de l'AE qui était déjà implanté par... pardon, je me rappelle plus du nom de la compagnie du projet. Laurent. Oh, pardon. Donc, l'accord, on va le chiffrer selon des données qu'on va vous montrer. Premièrement, on a estimé la capacité de production de la compagnie annuelle sur 25 ans. On sait que tout d'abord, la puissance de la compagnie est environ la puissance de la compagnie est de 100 MW tout simplement au début, sauf que pour les années 1 et 2, étant donné une période de rajustement, on parle d'un facteur d'utilisation de 38%, mais d'un facteur de disponibilité de seulement 96%. Sauf que dès l'année 3 jusqu'à l'année 16, ce montant-là, cette disponibilité augmente à 97,5% dû au nombre d'ajustements moins élevés. Ça donne des productions d'environ 36,48 MWh et de 37,50 MWh, ce qui est assez important. Aussi, on sait que dès l'année 17, si on se fie aux anciens projets faits par la compagnie, on parle de l'année 17 à 25, l'entreprise, toujours la même production, toujours la même puissance, mais la dégradation de l'entreprise va faire que la production va baisser d'environ 1,5% par année. Donc, avec tout ça, on a une moyenne de production totale annuelle de 322 000 kWh. Donc, un revenu annuel, si on entre cette donnée dans la formule proposée par Hydro-Québec pour l'évaluation des contrats, on parle d'un revenu annuel d'environ 32 milliards par année. Pour déterminer ce montant-là, on a fait une moyenne pondérée sur toutes les années pour s'éviter beaucoup de jobs, beaucoup de travail au point de vue du calcul de la valeur actuelle. On va poursuivre avec la prochaine. Premièrement, la valeur de Blower One Farm. Premièrement, on a déterminé un niveau de chiffre d'affaires estimé que je vous ai montré tantôt. Aussi, un niveau de chiffre d'affaires. Aussi, on va actualiser ces montants-là sur 25 ans, déterminer une valeur à laquelle on devrait acheter le produit aujourd'hui, le contrat en fait. Premièrement, on a utilisé un taux d'actualisation de 14,25%. Qui comprend entre autres, on a estimé un bêta à 1,06%, pardon. Un taux sans risque des bons du Trésor, on a pris le taux sans risque des bons du Trésor canadien. On y a ajouté une prime de risque au marché de 5%, une prime de risque normale. Sauf que, étant donné la nature du projet, une nature de projet en développement, un nouveau projet qu'il n'y a aucun coût d'amorcer, on ne sait pas les coûts de construction s'ils vont être les mêmes qu'on suppose, il y a beaucoup d'incertitudes, donc on a estimé une prime de risque de 4% due à la nature du projet. Notre prime de départ de risque était de 6%. Pour s'éviter du travail, encore une fois, on a réduit l'inflation de cette prime-là. Donc, ça équivaut à ajouter une croissance annuelle. Donc, on va poursuivre avec la prochaine. Premièrement, on a notre chiffre d'affaires qu'on a trouvé précédemment de 32 100 000 $ par année. Je vais vous épargner beaucoup de détails sur l'état des résultats. En fait, c'est l'état des résultats d'un de vos projets antérieurs qui était sensiblement le même type de parc éolien. On parle de 100 MW, pardon. Donc, les seules modifications qu'on a faites, c'est au niveau du bail foncier. On a enlevé le 2,5% de franchise que vous deviez payer, étant donné qu'on croit que on croit qu'au Canada, il n'y aura pas ce montant-là. D'après notre compréhension, on a pensé que ce montant-là n'était pas nécessaire. Pardon.
Aussi, on voit les autres dépenses, ça ne change pas. L'amortissement, par contre, par rapport à ça, on a laissé la valeur de location des éoliennes dans le bail foncier. On ne savait pas le nombre d'éoliennes, donc on n'était pas capable de déterminer un amortissement supplémentaire. On a laissé ça comme ça. Notre valeur estimée avec tous ces changements-là, ça équivaut à 139 millions de dollars. Petite bémol, par contre, avec notre ajustement d'amortissement, étant donné que ça peut occasionner des économies d'impôts, notre valeur pourrait être rehaussée un peu. On peut s'attendre à une valeur d'achat un peu plus supérieure. Mais nous, on a décidé de laisser ça quand même à 139 millions. Donc, premièrement, on a l'achat du contrat qui est à 139 millions. Mais à ça, il faut ajouter tous les frais de construction, entre autres. Ça monte la facture de financement à 424 millions de dollars. Je vais vous laisser Mathieu continuer sur ce point-là. Merci, M. Perron. Donc, c'est ça. On a trouvé la valeur du projet. Maintenant, il faut le financer, le projet. Il faut le payer. Dans le fond, c'est là que je vais embarquer. 424 millions à aller chercher. Puis on a certains critères à respecter. Donc, on nous avait dit de respecter un taux d'endettement de 85% au départ. Puis on voulait aussi avoir un bon levier financier, donc aller chercher le plus de dettes possible. On est allé jouer, en fait, on va l'avoir descendu à 80%, parce qu'à 85%, en fait, on n'était pas capable de respecter votre deuxième critère que vous nous aviez donné, qui était en fait d'avoir le ratio de couverture de la dette à 1,25 fois. Ça le montait un peu trop, en fait, il devenait trop bas un peu. Ça aurait été assez risqué pour les opérations à court terme, en fait. Donc, on a décidé de baisser un peu. Puis dans les notes, dans les annexes afférentes que vous avez données, il nous disait que c'était acceptable dans ce genre de projet d'aller chercher entre 80 et 85% de taux d'endettement, ce qui nous donnait en fait un montant par année d'environ 16 millions à les financer, en fait la portion exigée par un an de la dette. La compagnie a l'air d'avoir les rangs assez solides pour y aller avec ce genre de financement-là. Puis avec le 20%, on va y aller en émission d'action. On savait que vous vouliez y aller le moins possible avec ça. On pourrait y aller aussi avec des débentures aussi, mais c'est sûr que ça va revenir un peu à aller augmenter votre taux d'intérêt, en fait, à aller augmenter votre taux d'endettement. Dans le fond, on est allé chercher avec les données de l'indice au Canada, le taux d'intérêt, en rajoutant les points de base que vous nous aviez donnés dans le document. Ça nous chiffrait ça environ à 5,14 %. Avec ça, ça nous donnait en fait des intérêts justement pour être capable de calculer le ratio de couverture de la dette. Puis, excusez-moi. Donc, comme je vous l'ai dit, on est allé le respecter. Le poids de la dette va nous permettre un bon levier. C'est sûr que c'est excellent parce que c'est mon premier pas dans les marchés internationaux. C'est la première fois qu'on exporte le savoir de la compagnie. Donc, c'est sûr que c'est plus risqué un peu, mais c'est sûr que si ça réussit, le levier financier va faire qu'on va viser un peu plus dans le milieu en fait, en termes de profit. Puis, excusez-moi. Alors, donc, il y a certains risques. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'expertise au niveau international. Donc, pour le financement, c'est sûr aussi, on perd un petit peu de crédibilité auprès des institutions financières parce que c'est sûr qu'il faut arriver avec un plan d'affaires solide. Parce que c'est sûr que, à prime abord, on manque un peu de crédibilité sur les marchés internationaux. Au Canada, en fait, on n'a aucun pied à terre ici au Canada. Donc, c'est sûr que ça va jouer beaucoup sur le financement qu'on va recevoir. Il faut savoir aussi que les institutions financières internationales sont assez frileuses à des prêts à long terme. Dans les données qui nous étaient fournies, on parlait d'environ 7 ans, ce qui nous met un risque de revoir le taux d'intérêt tous les 7 ans. En plus du fait que si il se chiffre avec l'indice, qui peut lui aussi bouger, s'il faut le refinancer aussi aux 7 ans, c'est sûr que ça va vraiment aller jouer. Ça peut aller à la hausse ou ça peut aller à la baisse, mais c'est un certain risque qu'il faut prendre en considération. On nous a parlé aussi d'un swap, de taux d'intérêt. En fait, il manque un petit peu de données pour être capable de voir tous les avantages. Effectivement, ça pourrait se faire. Sauf que c'est sûr que ça va être quand même une gestion plus complexe. Il faudrait voir versus
on est déjà capable d'aller chercher de façon, je dirais, plus conventionnelle un taux qui peut être relativement dans la norme, versus si on est capable d'aller chercher un peu moins, plus sûr aussi, peut-être y aller peut-être à taux fixe ou du variable, dépendamment là, ça serait matière à approfondissement aussi. Et juste pour terminer, alors juste une petite rétrospective pour être sûr qu'on est encore un peu dans le nous. Donc, bon projet. C'est sûr qu'au Canada, pour ce genre de projet-là, surtout au Québec, vu que c'est la première fois qu'on exporte l'expertise de la compagnie, c'est une bonne place pour commencer, justement parce qu'il y a les accords d'achat d'énergie avec Hydro-Québec. C'est un bon acheteur, c'est un bon client, c'est un bon payeur, et c'est gouvernemental. Donc c'est sûr que ça va jouer beaucoup quand vous allez laisser sur la valeur que nous on estime le projet, mais c'est sûr aussi que de façon interposée, ça va jouer aussi beaucoup sur la valeur d'achat que Wine Movement vont vous proposer, parce que évidemment, plus c'est garanti, plus ils vont vouloir aussi en fait le coût à lequel ils vont vous le vendre. Et c'est sûr aussi que si vous le vendez, parce que les autres n'auront pas les reins assez solides, en fait, pour être capable d'injecter assez d'argent pour faire le projet. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il n'y a pas d'autres compagnies aussi qui sont intéressées de ce genre de contrat-là. C'est souvent assez couru par les compagnies qui œuvrent dans le domaine énergétique, justement par le fait d'avoir un client qui est avec un peu plus de garantie. Donc, ça nous donnait une bonne valeur de projet, un plan de financement qui est relativement assez standard, qui est quand même dans la norme pas mal, qui respectait beaucoup les critères. En fait, c'était parfaitement dans le mille pour les critères. Et avec ça, je pense que le projet, on peut l'embarquer sans problème. Et c'est pas mal ça. Tout simplement citer que aussi que Hydro-Québec, c'est un très bon payeur, mais le prix va beaucoup être diminué par le prix d'achat, du contrat va beaucoup être diminué par le fait que le contrat de construction, les coûts, on n'est pas sûr. C'est sûr que si les coûts de construction sont vraiment garantis, là il va y avoir un certain... pardon? Je voulais dire, si les coûts de construction sont garantis, il va y avoir un certain rehaussement du prix, étant donné que c'est sûr, sauf que dans notre compte, on n'était pas capable de savoir cette donnée-là, donc c'est sûr que ça, c'est une lacune par rapport aux données qu'on avait. On n'a pas pu savoir si justement le prix qu'on a trouvé, nous on a conclu que les coûts de production n'étaient pas vrais. Il y aurait pu avoir beaucoup de dépassements. Hydro-Québec ne couvre pas ça au départ, elle couvre ça par la suite. Donc, c'est tout simplement pour ajouter les coûts de dépassement. Merci. Donc, je vous remercie beaucoup de l'attention que vous avez portée à notre équipe. Ça nous a fait plaisir de répondre à vos questions et aussi d'établir le plan initial que nous avez proposé. Donc, je vous souhaite une belle après-midi, puis aussi, on est disponible pour une période de questions. Vous avez actualisé vos bénéfices ajustés avec quel pourcentage exactement? C'était à 14,25 le taux d'actualisation mentionné. Donc ça, c'est votre coût d'équité? C'est notre coût d'équité, notre taux d'actualisation. Ouais. C'est le rendement exigé sur le taux de rendement exigé sur le projet. C'est à cause de tout. Pour un investisseur en équité? Oui, mettons parce que... Okay. C'est pas, dans ce cas-là, est-ce que vous utilisez vos bénéfices ajustés? Est-ce qu'il y avait des coûts d'intérêt? C'est dans les autres dépenses? En fait, non. Les intérêts, c'est parce qu'en fait, je ne savais pas encore comment on allait faire le prorata pour l'emprunt. Donc, j'ai inclus les données qui étaient dans l'autre compagnie du Danemark. J'ai inclus leur intérêt à l'intérieur, sachant pas encore le niveau de la dette, puis faute de temps, il ne va plus en fait aller modifier le
pas s'intérêt. Mais étant donné que c'est un projet semblable, avec un niveau d'endettement assez semblable, les intérêts peuvent assez être conformes. Est-ce que tu as mis des injections d'équité dans ton comme dans les investissements? Parce que étant donné que tu as de la construction, tu dois injecter de l'équité dans des fonds propres. En fait, si je recule ici, on a injecté dans le fond le montant total était de 400. Je réponds à votre question. Le montant total était de 424 millions. On parle du contrat et de la construction de départ. À ça, notre endettement est de 339 200 000. Mais à ça aussi, pour combler le montant total, il faut ajouter une équité de 84 800 000. Pour être sûr, vous voulez savoir, dans le fond, si vous avez de la liquidité à injecter immédiatement pour la construction. Ouais, dans votre valorisation, dans votre... C'était un petit peu difficile, en fond, d'y répondre, étant donné qu'on n'avait pas l'état financier de la compagnie propre, qu'on avait juste, en fait, de façon interposée, un projet d'une autre compagnie qui était similaire. Puis on n'avait pas, en fait, on avait juste l'état des résultats. Donc, c'était un petit peu difficile de savoir c'était quoi les liquidités disponibles pour injecter immédiatement dans la construction. On peut peut-être passer au... Mais en fait, avec aucun stock, un délai de paiement de 30 jours, on a les comptes clients, en fait, c'est seulement Hydro-Québec. Les comptes fournisseurs, il n'y en a pratiquement pas, sauf la construction de départ. Peut-être des coûts de main-d'œuvre. Donc, la liquidité n'était pas vraiment. On a considéré que c'était pas vraiment un facteur énorme. Okay. Donc là, vous dites que moi, je devrais être prêt à payer 139 millions tout de suite, puis après ça, réinjecter 84 millions dans les 3 prochaines années, fait que payer au-dessus de 200 quelques millions au total pour le projet. C'est bien ça, avec notre taux d'actualisation, ça nous donne un peu la valeur du marché du contrat. En fait, je ne sais pas si c'était bien expliqué dans le PowerPoint, c'est que c'était vraiment une blague qu'on a faite en fait. Le 139 millions, c'est en fait, le projet c'est déjà rentabilisé plus 139 millions. On inclut les coûts de démarrage du projet à l'intérieur. C'est vraiment une bande. Ouais, à ça, on a réduit le montant de départ de 285 000 de tous les frais dans la vanne. Okay. On l'a pas ajusté, mais on a réduit ces frais-là en PV. Puis nos paiements, c'était justement nos bénéfices ajustés et nos free cash flow. Okay. Ça se trouve avec le détail pour la première année d'exploitation? Oui, en fait, là, c'est un peu ambigu. J'ai voulu commencer en essayant de faire une évaluation d'options, vu que c'était un contrat. Puis finalement, j'ai changé d'idée pour y aller avec des free cash flow, sauf que au final, ça sort. C'était plus un projet qu'une acquisition en tant que telle d'une entreprise. J'ai décidé de faire une vente. Puis le bénéfice ajusté, en fait, on l'a utilisé. On l'a utilisé dans oui, c'est ce qu'on utilise. C'est ça. On a juste rajouté l'amortissement. Mais en fait oui, ça c'est un exemple de la première année, sauf que si on se fie au projet semblable, on regarde les 2 années, les coûts sont sensiblement identiques. Donc, on a juste pris, dans le fond, la dernière année, nos coûts étaient toujours égaux, si on veut. Puis, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? C'est sûr sur les 10 ans, on a joué beaucoup avec notre taux d'actualisation. On essaie d'intégrer le plus possible l'inflation à l'intérieur, l'augmentation des coûts possibles aussi. Parce que sinon, le projet sur 25 ans, ça aurait été beaucoup plus difficile à détailler aussi sur un PowerPoint. Donc, le 139 a été calculé comment, dans le fond? Si je parle du 25... De façon simple, ils ont dépensé 285 millions au départ, puis les cash flows qu'ils ont générés ont réussi à rembourser ça. En fait, le 139 millions plus le 285, ça a réussi à quand même à générer des cash flows positifs à la fin. Puis vraiment, 14%. La période de gestion. Merci.